Merci chaleureusement à Frédéric Worms d'être là pour cette journée Paul Proust, à 2 titres, celui de directeur de l'École normale supérieure, attentif aux activités doctorales pluridisciplinaires, mais aussi et surtout ancien responsable de notre équipe Philo-FR, le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine. Sa présence vient inscrire au cœur de Philo-FR les activités proustiennes interdisciplinaires qui sont la spécificité du carnet de veille et de recherche Paul Proust. Créé il y a 10 ans, en 2013, il a pour vocation de mettre en relief les liens entre l'œuvre de Proust et les sciences humaines et sociales, bien sûr, mais aussi et surtout les sciences, toutes disciplines confondues, de la physique à la géologie, en passant par les sciences du vivant. L'objectif est, à partir du cas d'un des plus grands écrivains du XXe siècle, d'examiner la littérature en regard, entendez en miroir, mais aussi en débat, en écart et en apport propre. Donc examiner la littérature en regard de ce qui constitue le monde, aussi bien social que naturel, intime ou scientifique. Je tiens aussi, en commençant, à remercier Yang Jiezhao, qui est à l'initiative de cette journée qu'il a organisée avec une efficacité remarquable. Il est surtout à l'origine de son thème, lié à son sujet de thèse sur la traduction en chinois de l'homosexualité dans la recherche. Ce thème, nous l'avons ensuite travaillé ensemble pour en constituer les grandes orientations scientifiques et donner lieu à ce colloque sur Proust et le mauvais genre. Mauvais entre parenthèses. Enfin, ma gratitude va aussi à Patrick Loeb et Yann Goupil qui nous ont secondés, à Marion Dupuis, qui nous a offert pour notre affiche l'image street art qu'elle a prise dans le quartier de Belleville à Paris, et à Kian He à la caméra. Revenons donc à notre mauvais genre, et à cette parenthèse qui, pour une fois, n'est pas de Proust. Bon genre, cette expression n'est employée qu'une fois par Madame Verdurin, qui qualifie ainsi son salon pour convaincre le jeune narrateur de jouer les recruteurs. Et il nous a semblé extrêmement fécond, à Yang Jie et moi-même, de marquer que le genre est non seulement récurrent dans son œuvre, mais qu'il lui arrive bien souvent à ce genre d'être qualifié par l'adjectif mauvais, de façon directe ou indirecte. Des accords grammaticaux aux façons de se montrer individuellement en société, ou au contraire de faire clan, en passant par l'histoire naturelle, la biologie, le désir sexuel ou le classement des œuvres artistiques. Le genre renvoie à la catégorisation et partant à son déplacement. Le genre par excellence est ce qui englobe et ou ce qui opère un triage. Le mauvais genre serait donc ce qui vient défaire les appartenances, dézinguer la typologie. Le mauvais genre peut être introduit de l'individuel, du singulier, bref, du romanesque, à l'intérieur d'un classement socio-culturel. On comprend dès lors que le roman ait longtemps été un mauvais genre, le canard boiteux, de l'épopée ou de la tragédie. Mais restons encore un peu à l'aube de la recherche. Dans une lettre à son ami Louis d'Albufera, en mai 1908, Proust hésite encore sur le genre de ce qu'il est en train d'écrire, entre genre romanesque et essayistique. La pédérastie, vous allez le voir, voisine avec les vitraux d'église, et le roman voisine avec l'étude sur le roman, dans une mise en abîme qui ne sera jamais démentie. Comme vous le voyez sur l'image 2 du PowerPoint, Proust se demande s'il doit faire une étude sur la noblesse, un roman parisien, un essai sur Sainte-Beuve et Flaubert, un essai sur les femmes, un essai sur la pédérastie, sans doute pas facile à publier, une étude sur les vitraux, une étude sur les pierres tombales, une étude sur le roman. Et toujours en 1908, Proust se demande « Faut-il en faire un roman, une étude philosophique ? Suis-je romancier ?» Et l'on sait avec les malheurs de Roland Barthes que rien ne sert ou presque de préparer un roman, et je vous renvoie à son cours « La préparation du roman », un cours au Collège de France. Rien ne sert donc de préparer un roman, il faut l'écrire pour savoir si l'on est romancier. On ne naît pas romancier, on le devient.
Et Proust finit par créer un genre littéraire hybride, un roman interminable, ramassant tout ce qui lui passe sous la main, mais aussi un roman non terminé qui met à l'épreuve les lecteurs et les éditeurs adeptes d'un genre littéraire clos. Femme, pédérastie, ces mots ont résonné tout à l'heure, ce seront des motifs majeurs de l'œuvre et les actrices et acteurs principaux du mauvais genre. Je suis d'autant plus heureuse d'intervenir sur ce thème du genre maltraité, maltraitant ou subversif que je l'avais déjà abordé avec mon amie et sociologue Christine Détré dans notre essai Alors corps défendant, les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral, publié au Seuil en 2006. Nous y revenions sur les ambivalences représentationnelles des corps des femmes, y compris chez les romancières les plus féministes, en examinant un certain nombre de dégagements, mais aussi de lieux communs qui avaient cours dans les années 1990-2000. L'objectif était, et est encore cette fois avec notre journée sur Proust, de sortir les études sur les genres de certaines problématiques quand elles sont simplifiées, y compris pour la bonne cause, et surtout, ajouterais-je, pour la bonne cause, car celle-ci est finalement toujours desservie par ses servants, par ce que Madame Verdurin appellerait ses fidèles. Alors, je n'ai pas par hasard commencé avec le genre littéraire qui passe effectivement par une interrogation sur les femmes, Paris et la pédérastie, mais aussi par une interrogation sur les images pieuses, la philosophie ou la mort. Une réduction des nombreux sens du terme ne permet pas de rendre compte de la complexité de genre en français, qui diffère de l'anglais, et je vais m'y attarder, mais qui diffère aussi d'autres langues latines, comme l'italien, sur lequel Ludovico Monachi va revenir. Je dis études sur les genres, et non gender studies, ou même études au pluriel de genre au singulier, qui est une étrange expression. Les lexiques portent toujours avec eux un ensemble de présupposés sociaux, géographiques et culturels, au sens très neutre du terme présupposé. On pose, comme étant inclus dans le terme employé, de façon consciente ou non, un certain nombre de sèmes, de notions et de faits. Or, il n'y a rien de plus difficile de l'intérieur d'une culture précise, fût-elle diversifiée et plurielle comme la culture nord-américaine ou la culture européenne, que je décline toujours au pluriel, je parle très souvent des cultures européennes, il n'y a rien donc de plus difficile que de prendre conscience de ce que nous charrions avec nos lexiques quand on se situe à l'intérieur donc du champ auquel on appartient. Ce pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir des collègues en doctorat ou en poste de culture britannique, italienne, française ou chinoise. Et dans chinoise, j'inclus évidemment non seulement la Chine dite intérieure, mais aussi Taïwan. La présence de 3 spécialistes de linguistique ou de stylistique, puis lors de la table ronde de 3 trublions de la planète Proust, sera en outre particulièrement fructueuse pour notre propos. Dans notre argumentaire, nous avons ancré la réflexion sur le genre en relevant la variété des occurrences du terme dans la recherche. Cette méthodologie conduit automatiquement, mécaniquement, à résister à la tentation de l'anachronisme qui consisterait à projeter sur l'œuvre de Proust des problématiques propres au XXIe siècle et notamment au XXIe siècle des campus nord-américains. L'objectif n'est pas de réduire les apports potentiels des lesbian studies ou des queer studies, par exemple. On le verra avec le trouble, la fluidité ou le brouillage des assignations, mais de retourner un peu le voile. Certains motifs proustiens répondent tellement à ces problématiques majeures que je me demande s'il ne faudrait pas un jour faire une archéologie de ces études américaines pour cerner si Proust était un élément clé ou non des corpus de départ. Donc partir à l'envers, aller de Proust vers ses studies et non l'inverse. Ceci dit, nous tenions à ne pas en rester là pour montrer que le genre proustien est infiniment complexe parce qu'il est hystériquement situé, idéologiquement pas toujours assuré, et parce qu'il renvoie à un univers de sens irréductible au gender américain seul, puisque genre en français engage corps et langage, de façon complètement interconnectée.
Si je tiens, comme je le disais, aux études sur les genres au pluriel, pour situer l'optique de cette journée Paul Proust, c'est que la richesse phénoménale du nom genre en français nous oblige à entrecroiser, voire à tisser ensemble des fils qui ne le sont pas en anglais. Et nous verrons que cette trame française peut enrichir les studies anglo-saxonnes et nord-américaines. Revenons brièvement à l'étymologie. Genus en latin est à l'origine de 3 termes en français et en anglais. Il nous a donné le vaste genre français. Il nous a donné aussi le gender, à la résonance anglo-saxonne, mais qui en fait est emprunté au XIIIe siècle à l'ancien français. Et le genre, emprunté par l'anglais au français au milieu du XIXe siècle. Alors dans l'image 3, je vous en ai fait un résumé, car nous retrouverons l'ensemble de ces sens chez Proust et dans les traductions en anglais de notre unique mot « genre ». Alors revenons un petit peu au dictionnaire latin, au Gaffio, pour voir un peu ce que signifie genus, ce genus latin qui a tellement influencé cette question du genre. Ça veut tout simplement et d'abord dire origine, extraction, naissance. Mais un deuxième sens, c'est celui de race, de nation, de peuple. Et Perrine Simon-Nahum ainsi que Yang Jie-Zhao nous parleront du genre juif, le genre juif lié à la race des Tantes, qui a un aspect gender contemporain, mais qui est en fait un marqueur datant du Moyen-Âge. J'insiste sur la nécessité d'intégrer le savoir historique dans la réflexion sur le gender sous peine d'anachronisme et de jugement moralisateur sur le passé. Troisième sens, espèce, genre animal ou humain, peu abordé aujourd'hui. Donc je me permets de vous renvoyer aux 2 derniers chapitres de mon essai qui s'appelle « La rumeur des distances traversées ». On a donc chez Proust le genre Cottard, le genre Bontemps qui vont revenir. Quatrième sens de genus, la classe, la catégorie, et notamment la catégorie grammaticale du féminin, du masculin ou du neutre, puisqu'il y a du neutre en latin, catégorie que certains personnages de Proust subvertissent par revendication de la domesticité ou par affirmation homosexuelle, mais aussi dans une opposition plus générale du féminin et du masculin. Encore un autre sens, c'est celui de sorte, espèce, type. Ce sens reviendra, vous le verrez, très souvent dans les traductions en italien et en anglais, par exemple. Alors pour être un petit peu plus clair, le genre Ursus est opposé aux espèces, l'ours polaire ou l'ours brun. Si je devais traduire en langage proustien, qui surimprime social et biologique sans systématisme, on aurait le genre aristocratie d'un côté, et 2 espèces qui dérivent de ce genre, l'espèce des guermantes et l'espèce des courvoisiers ou l'espèce des cambremerdes, pour reprendre le fameux jeu de mots à la recherche du temps perdu. On pense aussi au niveau du genre social à la mère du lift du Grand Hôtel de Balbec qui, je cite, lui avait recommandé de ne jamais prendre le genre ouvrier ou chasseur. Alors par-delà cette origine commune genus, l'anglais et le français diffèrent. L'anglais distingue en effet par de très nombreux noms ou par des périphrases ce que le français regroupe en un seul nom. On pense bien sûr à gender et genre, mais on verra que c'est beaucoup plus compliqué. Alors revenons un tout petit peu sur ce qu'on connaît un peu moins, le genre anglais, qui renvoie au style d'une œuvre, comme en français, quand on parle du genre littéraire, d'un genre filmique, d'un genre musical. Le genre anglais renvoie aussi aux tableaux de genre, c'est-à-dire à des tableaux de vie socio-quotidienne. Quant au gender anglais ou américain, à l'époque de Proust, il recoupe certains aspects du genre français. Gender et genre français, tous deux désignent alors, en histoire naturelle, le nom de l'espèce générale, je l'ai dit tout à l'heure, le genre est au-dessus de l'espèce particulier. Il désigne aussi toujours en histoire naturelle le genre mâle ou femelle, et donc pour les humains l'opposition entre féminin et masculin. Mais on a aussi la linguistique avec les genres grammaticaux dont j'ai déjà parlé, féminin, masculin et neutre,
pour l'anglais ou le latin. Alors aujourd'hui, gender désigne bien sûr la construction sociale du sexe ou le fait de performer la masculinité, de performer la féminité ou le trans, pour le dire très vite puisque ce n'est pas là l'objectif de mon propos. En tout cas, de façon très intéressante, le mot genre étant très polyphonique, on vient de le voir en français, il est parfois remplacé par gender, comme on dit en français pour traduire l'intonation américaine. Bref, on calque le gender américain par mimétisme en disant gender en français. Alors à mon avis, ça suggère à quel point le gender anglais ou américain recouvre une construction culturelle qui est donc nord-américaine, britannique, australienne, et on peut évidemment tout à fait en user sur nos campus ou dans nos réflexions plus européennes, surtout à l'heure de la mondialisation, mais à la condition expresse de savoir et de formuler qu'on est en train d'exporter un concept qui vient du monde anglo-saxon et nord-américain. À mon avis, ne pas exposer ces généalogies épistémiques, ces héritages, ces alliances, constitue toujours un biais scientifique pour ce qui concerne la recherche. De tout cela découle le caractère controversé du gender nord-américain ou anglo-saxon, une controverse tout à fait passionnante. On a les pros d'un côté, les antis de l'autre, et ceux et celles, à mon instar, qui jonglent avec des cultures différentes, en cherchant certes les surimpressions et les croisements, mais surtout les tangentes, les impossibiliats, les singularités historiques et socioculturelles, bref, les différences. Et ces pas de côté permettent justement d'avancer dans la réflexion sur le gender et sur les genres à la française pour rester dans cette histoire de genre linguistique, de ce vocable sur lequel je suis en train de tourner depuis tout à l'heure. Et c'est aussi en établissant les filiations, les appariements, mais aussi les critiques, voire les adversités, qu'on pourra proposer une théorie des genres, au pluriel, qui n'exporte pas les façons, les conflictualités, voire les apories, du gender nord-américain. Ce colloque cherche donc aussi à explorer des voies d'analyse à la française et à l'européenne, mais aussi, on va le voir avec Yang Zhao et d'autres, à des aires qui ne sont pas celles de l'Occident, puisque Proust écrit dans une langue dont les enjeux ne peuvent être surimprimés à ceux de l'anglais, et évidemment les questions de traduction vont être au centre de notre propos. Il va dès lors être stimulant de croiser plusieurs traductions sans se cantonner à l'anglais. Mais restons encore un peu justement sur l'anglais et sur toutes les occurrences de genre employées dans la recherche. L'anglais est obligé d'ajouter d'autres mots et ça devient tout à fait passionnant. Une femme qui n'était pas mon genre, cette célèbre phrase de Swann à la fin d'Un amour de Swann, sur laquelle Isabelle reviendra, Isabelle Sersa, devient en anglais « A woman wasn't my type ». Expression qu'on retrouve aussi en italien, et pardonnez-moi pour l'accent, « Una donna che non era il mio tipo », et je viens de spoiler le début de la communication de Ludovico Monachi. Dans d'autres occurrences liées à ce qu'on appellerait aujourd'hui le gender, on va le voir, on trouvera type, manner, style, look, pose, etc. On a vu que le genre en français conjoint des sexuations biologiques, parfois subies, des orientations sexuelles choisies ou révélées dans la honte, des classements naturalistes ou des classements ethniques, des façons d'être pour les autres, mais aussi des manières d'user du langage, du style et des catégories littéraires. Ce lien au langage, je l'ai dit tout à l'heure, est évidemment fondamental, surtout si on songe que performer ou se désassigner d'identité, c'est changer de rôle, s'assumer comme personnage multiple au pluriel, pour des moi multiples, ou pour un moi singulier qui ne peut pas rentrer dans des catégories trop étanches. Et tout ça, évidemment, ça passe non seulement par des lexiques, mais par des questions de syntaxe sur lesquelles il faudra s'attarder aussi.
Ce qui m'intéresse chez Proust, c'est que le genre, qui en latin et dans le dictionnaire français est un terme qui englobe et opère des sériations, ce terme, donc le genre, devient à la fois inopérant et opaque. Le lien entre les faisceaux de sens que j'ai évoqués tout à l'heure fait dans la recherche même l'objet d'une enquête et d'un relevé d'occurrence, exactement finalement ce que nous faisons aujourd'hui dans cette journée. Nous sommes en quelque sorte en train de redoubler l'enquête notamment du narrateur dans son roman. Alors je souhaite terminer sur cette herméneutique infinie par 2 points. Tout d'abord, il est fondamental de relier l'emploi et la responsabilité de cette expression à Albertine, dont on dit souvent qu'elle n'a pas la parole, qu'elle est dominée, c'est pas faux tout cela, etc. Mais pas que. La première occurrence de mauvais genre lui est imputée, et je vous renvoie à mon image 6. Elle me sembla plus comme il faut que mal élevée, à en juger par les épithètes de « elle a un mauvais genre », elle a un drôle de genre, qu'elle appliqua à toutes les jeunes filles dont je lui parlais. Le genre perd ici ce qui fait son essence, sa capacité à catégoriser des ensembles. Le pouvoir linguistique d'Albertine consiste à noyer la poissonne en faisant du genre gomoréen le genre féminin par excellence, et on retrouve donc notre genre grammatical. Vous voyez comment je tourne autour d'idées finalement qu'on ne pourrait pas émettre en anglais. L'hypergenre indétermine à force de déterminer. Alors est-ce que c'est une ruse d'Albertine ? Finalement peut-être pas, parce qu'une grande partie des personnages de Proust sont homosexuels ou bisexuels, et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on lit le roman. Alors le deuxième point important, on vient de le voir, le mauvais genre relève de l'oralité. Toujours sexuelle chez Proust, l'oralité. Pensez à la tirade d'Albertine sur les glaces, pensez à l'hostie qui est transformée en baiser entre le narrateur et Albertine, alors que ce baiser c'était au départ celui de la mère. Pensez au sacrilège à Montjouvin et la naissance du sadisme dans le roman. Donc le mauvais genre relève de l'oralité, mais c'est aussi une parole citée, une parole de seconde main, et je vous renvoie toujours à mon PowerPoint 6. Albertine dit « Il faut tâcher de la faire venir, ça m'amuserait de la connaître. » Le narrateur répond « Mais elle a ce que vous appelez mauvais genre. » Albertine « Justement, ce sera bien plus drôle. » Et de même, voici ce que dit Aimé d'Albertine. Il m'avait dit qu'il l'avait rencontrée à Balbec, qu'il lui avait trouvé mauvais genre. J'y reviendrai tout à l'heure. Le mauvais genre, c'est d'abord une citation d'autrui, ou une citation de soi citée par autrui. D'où, je le répète en français, le lien entre le gender et le genre littéraire ou stylistique. Le narrateur tourne indéfiniment autour du mauvais genre, le place dans différentes bouches, se demande ce que les autres, Albertine, Aimé, etc., peuvent entendre par là. Le genre fait donc tourner la parole, comme tourne un anneau, et vous reconnaissez les anneaux nécessaires du beau style dans Le Temps retrouvé. Il fait tourner la parole, mais aussi la mayonnaise, si je puis dire. Et là, quand je parle de mayonnaise, je pense à Barthes. Ça ne prend pas, pour antiphraser Barthes, qui en 1979 disait qu'en 1909, pour Proust, ça prend. Et le roman apparaît. Donc c'est tout le mythe chez Roland Barthes, dans la préparation du roman, qu'un jour, le roman de Proust aurait cristallisé autour d'un certain nombre de techniques, l'emploi du jeu, le marcotage, les perspectives, les enjambements, la question du temps, etc. Et que d'un coup, ça aurait toute cette Macédoine, ou cette sauce du bœuf mode, qui sera une des métaphores que va employer Proust pour son roman, lors d'un plat de Françoise, en se rappelant un plat de Françoise, et bien d'un coup, voilà ce que nous dit Barthes Sapran. Eh bien moi je dis non, non, avec le genre, ça ne prend jamais, ça fuit, pour parler l'idiome de Deleuze. Le mauvais genre fuit,
Et donc, il engendre une enquête herméneutique, lexicale, linguistique, syntaxique, avec les questions que se renvoient par exemple Albertine et le narrateur, de façon exponentielle et infinie. Ainsi avec Aimé, qui, comme Albertine et quasiment toute l'espèce humaine, cache son jeu. Et après tout, pourquoi devrait-on mettre son âme à nu? C'est aussi quelque chose que nous propose Proust, l'idée qu'on a le droit de ne pas tout exposer dans cette société où aujourd'hui l'espèce d'hyper-transparence est devenue une norme, une nouvelle norme sociale. Donc il y avait un côté subversif en quelque sorte de la revendication du genre quand voilà, il était totalement interdit, totalement réprimé. Et il y a presque maintenant une obligation en quelque sorte de s'exposer. Toujours dans mon image numéro 6, il m'avait dit qu'il l'avait rencontré à Balbec quand le narrateur se renseigne sur la petite bande et Albertine, qui lui avait trouvé mauvais genre. Qu'avait-il voulu dire? J'avais compris genre vulgaire, parce que pour le contredire d'avance, j'avais déclaré qu'elle avait de la distinction. Mais non, peut-être avait-il voulu dire genre gomoréen. Aimé formule un avis au narrateur. Celui-ci le reprend et le questionne dans un second dialogue, cette fois intérieur. Et nous, lecteurs et lectrices, reprenons à notre tour le tourniquet. Le tourniquet, c'est une des métaphores de Sartre pour ses propres errements intérieurs. Le mauvais genre est l'occasion d'un débat continuel avec soi et avec les autres. La simple parole devient acte de langage qui engendre du récit, de l'action, du dialogue, du monologue, bref du roman, à en devenir fou. Ainsi de cette avant-dernière citation. En le niant de chaque coupable, je ne tendais pas à moins qu'à prétendre que le saphisme n'existe pas. Albertine adoptait mon incrédulité pour le vice de tel et tel. Non, je crois que c'est seulement un genre qu'elle cherche à se donner, c'est pour faire du genre. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, je ne tendais pas à moins qu'à prétendre que le saphisme n'existe pas. Moi, il m'a fallu décortiquer évidemment cette phrase qui veut tout simplement dire, en le niant de chaque coupable, je prétendais que le saphisme n'existe pas. Le mauvais genre a partie liée avec un emballement délirant de la syntaxe négative qui vaut affirmation. D'une part, la parole du narrateur, à la fois dénégation et déni, se fait littéralement magique. Le saphisme n'existe pas. Sous-entendu, je n'ai pas à être jaloux. D'autre part, cette dénégation est reprise par Albertine avec non et la modalisation je crois. Non, je crois que c'est seulement un genre qu'elle cherche à se donner, c'est pour faire du genre. Et donc cette dénégation et cette modalisation viennent en réalité tirer un trait sur la réduction de Gomorrhe à l'inexistence. Le fait qu'elle adopte l'idée d'un comportement assumé, volontaire, parce qu'elle veut calmer la jalousie du narrateur, ne fera évidemment que décupler cette jalousie. Donc vous voyez, c'est très complexe, c'est à la limite du délire, et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre un petit peu où se situe le genre quand il est à la fois dénié et exposé. Faire du genre, se donner du genre, dit-elle. Ce sont des expressions passionnantes qu'on perd bien sûr en anglais. Et nous voici devant notre image. No, I think it's just a pose. She wants to look the part. Elle veut être à la hauteur, faire bonne figure, avoir l'air en forme. En contexte, dans la citation, faire du genre renvoie à des femmes qui joueraient à Gomorrhe, mais sans en être, pour reprendre une formule de Proust. Mais on comprend qu'en réalité, ces femmes jouent à un genre qui est bien le leur, ou plutôt qu'elles se le font, qu'elles se le donnent, de façon auto-performative, tout en le niant, dans un tourbillon infernal. Si la gomorréenne lève le masque, elle révélera son vrai visage qui s'avérera être identique à son masque. Le narrateur, qui se définit comme zoologiste et naturaliste humain, en perd sa science, et nous aussi.
on finit ainsi par performer ce qu'on est. On est très loin, finalement, de l'idée de performer à l'anglo-saxonne, hein, mais ça reste tout à fait à mettre en dialogue et en débat. Alors avant de m'arrêter, en ayant la satisfaction d'avoir suffisamment compliqué le genre pour le reste de la journée, j'aimerais pour terminer revenir sur une occurrence importante du mot genre. Celle du genre de vie, le genre de vie qu'on a envie de mener. Ce genre de vie que l'anglais pourrait traduire par way of life ou lifestyle. Cette occurrence se situe avant la recherche, dans un brouillon, dans Jean Santeuil, ébauche de romans très autobiographiques, rédigés par Proust à la troisième personne, à la fin du XIXe siècle, et publié de façon posthume en 1952. La mère de Jean est une femme douce, compatissante, ardemment dreyfusarde, comme son fils, mais soumise à son mari, anti-dreyfusard. Alors, est-ce qu'on a de la biographie là-dedans? Sans doute. À la suite de la description de sa mère, attristée par l'attitude de son mari, Proust nous ouvre la voie d'un autre roman possible que celui de Jean Santeuil. Un roman qu'on pourrait bien trouver plus tard dans la recherche et qui toucherait au roman féministe. Jean, en contraste total avec la figure de sa mère, apprécie ainsi, je cite, « certaines femmes qui, par un choix éclatant, cherchent en dehors de leur milieu un mari artiste ou humanitaire, ou qui décident de rester célibataires dans, je cite, une virginité dédaigneuse de tous les partis. » Elles sont alors ces femmes libres, jalousées ou admirées par des jeunes femmes qui n'osent pas franchir ce seuil politique du féminisme. Je cite, « si leur mère et les convenances ne les forçaient pas, c'est là le genre de vie qu'elles eussent préféré. » Ces femmes décidées et hors normes deviendront dans la recherche les gomoréennes mauvais genre, qui mènent précisément un genre de vie en lutte avec les assignations de leur époque. En cela, oui, ces femmes ouvrent bien la voie des études sur les genres. Je vous remercie.